La vengeance maritime la plus impitoyable de la Seconde Guerre mondiale. En seulement 4 minutes, 3 croiseurs lourds et 2 destroyers de la flotte italienne se transformèrent en tas de métal tordu au fond de la Méditerranée, emportant avec eux plus de 3000 marins dans les abysses glacés. La bataille du Cap Matapin devint une humiliation sans pareille pour la Regia Marina. Malgré leur supériorité numérique et des navires plus rapides, les Britanniques ne perdirent que 3 marins et un avion. Mais la flotte italienne perdit quelque chose de plus grand, son honneur et son moral de combat. Benito Mussolini entra dans une rage folle, et désormais, la vengeance devint affaire d'honneur national. Le Duce exigea réparation à tout prix, et ses amiraux élaboraient déjà un plan susceptible de bouleverser l'équilibre des forces en Méditerranée. En mars 1941, l'Italie activa son arme secrète, la Decima Flottiglia MAS, un groupe d'élite de plongeurs-saboteurs que l'on appellerait bientôt les Hommes-Grenouilles. Ces combattants étaient prêts pour les opérations les plus suicidaires, celles que les marins ordinaires auraient considérées comme de la folie pure. Leur premier coup s'avéra dévastateur. Le croiseur lourd York fut envoyé par le fond par des bateaux-torpilles pilotés par des kamikazes italiens. Suivirent une série de raids audacieux contre les navires alliés avec des bateaux explosifs et des torpilles autonomes. Chaque opération devenait plus téméraire. Mais Mussolini en voulait davantage. Il rêvait de détruire le cœur même de la puissance navale britannique en Méditerranée. À l'automne 1941, la Fortune abandonna la flotte royale. Le 25 novembre, le sous-marin U-31 lança une torpille contre le cuirassé Barham, et l'explosion monstrueuse déchira le navire en deux en moins de 4 minutes. Plus de 800 marins trouvèrent la mort dans les flammes et l'eau. Leurs camarades sur les navires voisins ne purent que regarder, impuissants, la catastrophe. Quelques semaines plus tard, l'U-557 envoya par le fond le croiseur Galatea, puis toute une escadre britannique heurta un champ de mines, perdant 4 autres navires précieux. La flotte méditerranéenne saignait à blanc, mais le pire restait à venir. Quand le Japon entra en guerre en décembre, l'amiral britannique Andrew Cunningham comprit que sa flotte était prise au piège mortel. Les renforts devaient désormais venir de bien loin. La Royal Navy devait combattre sur 2 fronts, ses forces étirées à la limite. Cunningham savait pertinemment que sa flotte affaiblie était une proie facile, et n'importe quel coup sérieux risquait de causer une catastrophe pour les opérations alliées dans la région. Les Britanniques commencèrent à éviter les batailles navales ouvertes, préférant rester près de leurs bases fortifiées. Mais nul ne pouvait imaginer que l'ennemi préparait une attaque qui ne viendrait pas des cuirassés ou des croiseurs, mais de 6 hommes armés d'une arme si petite qu'on pouvait la tenir à la main. À l'état-major de la marine italienne, on élabora un plan d'une audace et d'une folie telle que son succès semblait impossible. 6 plongeurs d'élite devaient embarquer en Grèce sur un unique sous-marin et parcourir 1700 milles à travers toute la Méditerranée jusqu'à Alexandrie. Là, les saboteurs devaient se glisser dans l'eau, enfourcher des torpilles autonomes spécialement conçues et les diriger vers les flancs des 3 plus grands navires britanniques du port. Les docks d'Alexandrie étaient défendus comme une forteresse inexpugnable. Patrouilles de surface, projecteurs, champs de mines et filets anti-sous-marins sous l'eau formaient une défense quasi impénétrable. Les hommes grenouilles devaient contourner tous ces obstacles, placer les charges explosives sous la coque des navires et disparaître sans trace. Les cibles désignées étaient les cuirassés Valiant et Queen Elizabeth, ainsi que le porte-avions Eagle, les 3 joyaux de la flotte britannique, dont la destruction devait bouleverser l'issue de la guerre en mer. Le 3 décembre 1941, le sous-marin italien Sirè, sous le commandement du lieutenant Junio Borghese, quitta silencieusement la base navale de La Spezia. Sur le corps de la petite baleine étaient fixés 3 conteneurs abritant les torpilles autonomes que les Italiens appelaient les maiali, les cochons en italien. Ces étranges engins étaient équipés de têtes explosives capables de déchirer la coque de n'importe quel cuirassé, mais les piloter était extraordinairement difficile et dangereux. Borghese était l'un des meilleurs sous-mariniers d'Italie, et on lui confia la mission de livrer les saboteurs jusqu'au cœur même du nid du lion britannique. Le sous-marin se dirigea vers l'île de Léros en mer Égée, où 6 combattants d'élite du Decima devaient embarquer à bord. Ces hommes s'étaient entraînés pendant des mois, perfectionnant chaque mouvement jusqu'à l'automatisme, plongeant encore et encore dans l'eau glacée, apprenant à respirer avec un équipement défaillant et à pousser de lourdes torpilles au fond de la mer. Ils savaient que les chances de revenir vivants étaient infimes, mais la soif de vengeance éclipsait toute peur.
Luigi Durande de la Penne, chef du premier équipage, était un plongeur chevronné qui avait déjà participé à des attaques contre Gibraltar et Malte. Son camarade était responsable de l'aspect technique et du déploiement des explosifs. Après l'embarquement, le Ciré commença l'une des traversées les plus éprouvantes de toute la guerre. Borghese maintenait le sous-marin en immersion pratiquement en permanence, risquant à chaque instant d'être découvert par les patrouilles britanniques ou les avions. L'air à l'intérieur devint vicié et lourd. La température monta à des niveaux insupportables et les plongeurs souffrirent de l'étroitesse et de l'attente angoissée. La moindre erreur de navigation signifiait l'échec de toute l'opération. Mais Borghese naviguait avec une précision remarquable à travers les champs de mines et les zones de patrouille. Les jours passaient avec une lenteur désespérante. Les saboteurs vérifiaient leur équipement un nombre incalculable de fois, sachant que la moindre défaillance de l'appareil respiratoire ou une déchirure de la combinaison signifierait la mort certaine. Pendant ce temps, l'amiral Cunningham avait pleinement conscience que sa flotte courait un grave danger. Le renseignement britannique avait déjà capturé une torpille autonome après une attaque antérieure contre Gibraltar et interrogé plusieurs plongeurs italiens prisonniers après les raids sur Malte. Cunningham connaissait les tactiques de l'adversaire et savait qu'une attaque était inévitable, mais le moment et le lieu restaient un mystère. L'amiral ordonna de renforcer la défense de toutes les bases méditerranéennes, d'installer des mines supplémentaires et des filets anti-sous-marins autour des ports critiques. Alexandrie reçut une attention particulière. On l'avait transformée en véritable forteresse avec patrouilles, projecteurs et un système complexe de barrages sous-marins. Chaque navire entrant dans le port était minutieusement inspecté et des plongeurs contrôlaient régulièrement la coque des navires au mouillage. Le 19 décembre, après 16 jours de traversée, le Ciré atteignit sa destination. Borghese fit surface à l'heure fixée avec une précision remarquable, à peine 1,5 mètre de la position prévue. C'était un exploit de navigation extraordinaire, compte tenu que le sous-marin avait navigué à l'aveuglette sous l'eau pendant la majeure partie du voyage. Quand le soleil commença à disparaître à l'horizon, le commandant ordonna la préparation du débarquement. Les plongeurs enfilèrent leurs combinaisons de plongée, vérifièrent leurs appareils respiratoires et leurs palmes, puis, l'un après l'autre, sortirent par le tube lance-torpille. L'eau froide de la Méditerranée enveloppa leur corps, tandis qu'ils libéraient délicatement les 3 mayali de leur conteneur fixés à la coque du sous-marin. Chaque torpille portait 2 hommes et une énorme charge explosive destinée à être fixée rapidement sous la coque de l'ennemi. De la Penne et son équipier mirent le cap sur le Valiant. Le second groupe se dirigea vers la Queen Elizabeth, tandis que le troisième devait détruire le porte-avions Eagle. Les hommes grenouilles s'immergèrent lentement et commencèrent leur approche du port, laissant le Ciré derrière eux, qui plongea immédiatement et prit route vers la Grèce. Désormais livrés à eux-mêmes, les saboteurs devaient franchir plusieurs kilomètres de champs de mines, de filets d'acier et de sentinelles britanniques vigilants, prêts à ouvrir le feu au moindre soupçon. Les plongeurs avançaient dans l'obscurité totale, ne s'orientant que par compas et par le faible éclairage des instruments de leurs torpilles. Chaque mètre était une bataille. Les mayali étaient lourds et peu maniables. Le moindre bruit aurait pu les trahir auprès des patrouilles britanniques. Devant eux flottaient les silhouettes de mines qui se balançaient sur leur chaîne d'ancrage et les saboteurs devaient naviguer entre elles, risquant à tout moment de déclencher la mort. Les appareils respiratoires émettaient un léger sifflement qui semblait assourdissant dans le silence nocturne. Et les plongeurs respiraient aussi rarement et aussi légèrement que possible. Le froid de l'eau transperçait les combinaisons jusqu'aux os, mais il était impossible de s'arrêter pour se reposer. Le temps jouait contre eux. Le premier véritable obstacle fut les filets anti-sous-marins déployés à l'entrée du port. Les câbles d'acier formaient un treillis serré à travers lequel même un petit sous-marin ne pouvait passer. De la Penne dirigea soigneusement sa torpille vers la partie inférieure du barrage, espérant trouver une brèche ou un endroit endommagé. Mais le filet était tendu jusqu'au fond. Les saboteurs durent soulever lentement la machine lourde par-dessus le bord supérieur du filet. Chaque mouvement exigeait d'énormes efforts physiques. Les muscles brûlaient de tension, les poumons réclamaient plus d'air. Enfin, la torpille franchit l'obstacle et s'enfonça à nouveau en profondeur, tandis que les plongeurs continuaient vers la partie interne du port. Soudain, l'eau autour d'eux s'éclaira d'une lumière aveuglante. Les Britanniques avaient allumé les projecteurs,
balayant la surface du port. Les saboteurs se figèrent en profondeur, n'osant bouger, tandis que les rayons glissaient au-dessus de leur tête. Après quelques minutes interminables, la lumière s'éteignit et ils purent reprendre leur progression. Cependant, un autre barrage les attendait, une deuxième ligne de défense avec des filets encore plus épais et des mines supplémentaires. Il semblait que Cunningham avait prévu chaque possibilité de pénétration dans le port. C'est précisément à ce moment critique que la fortune sourit aux Italiens. 3 destroyers britanniques revenaient de patrouille, et la garde commença à ouvrir les portes anti-sous-marins, créant un passage dans le port. De la Penne comprit instantanément que c'était leur unique chance. Il fit signe aux autres équipages, et les 3 torpilles se précipitèrent vers l'entrée, se glissant dans le sillage des navires britanniques. La distance entre les Italiens et les destroyers ennemis était à peine de quelques dizaines de mètres, si proche que les plongeurs entendaient les voix des marins sur les ponts, discutant de la fin de leur quart. Les torpilles glissèrent par les portes littéralement sous le nez des Britanniques et se retrouvèrent à l'intérieur du port d'Alexandrie. De la Penne conduisit sa machine vers le mouillage des cuirassés, s'arrêtant constamment pour franchir un nouveau filet sous-marin. Il y en avait étonnamment beaucoup, même à l'intérieur du port. Les Britanniques avaient clairement prévu une telle attaque et n'avaient ménagé aucun effort pour protéger leurs navires. Le second équipage de plongeurs atteignit sans encombre la zone où devait se trouver la Queen Elizabeth et commença à chercher la silhouette du gigantesque cuirassé sur fond de feu côtier. Le navire était là, et les saboteurs s'en rapprochèrent prudemment. Le troisième équipage rencontra un problème inattendu. Le porte-avions Eagle était introuvable. Les plongeurs fouillèrent à plusieurs reprises la zone supposée de mouillage, mais le navire semblait avoir disparu. En réalité, le porte-avions avait quitté l'océan Indien le matin même du même jour, mais le renseignement italien n'avait pas eu accès à cette information. Les saboteurs se trouvèrent face à un dilemme. Ou bien revenir avec leur charge, ce qui était pratiquement impossible, ou bien trouver une cible alternative. Ils rejetèrent rapidement plusieurs croiseurs comme trop petits pour une charge aussi puissante, et finalement découvrirent un grand pétrolier amarré à un quai. Le navire était énorme, manifestement chargé de carburant, et sa destruction aurait causé un préjudice considérable à l'approvisionnement britannique. Entre-temps, De la Penne approchait du Valiant quand la catastrophe se produisit. L'hélice de la torpille s'accrocha à un câble d'acier d'un nouveau filet anti-sous-marin, et un grincement sourd retentit. Le moteur hurla, tenta de faire tourner l'hélice coincée, puis s'arrêta net. Les Italiens étaient à seulement quelques dizaines de mètres de leur cible, mais la torpille était devenue un poids mort impossible à déplacer de manière conventionnelle. De la Penne regarda son coéquipier à travers le verre du masque. Dans ses yeux se lisait la même détermination. Il n'avait pas parcouru 1700 milles et forcé tous ses barrages pour abandonner à quelques mètres de la victoire. Les 2 plongeurs plongèrent jusqu'au fond marin à 17 mètres et commencèrent à pousser la torpille immobilisée de leurs mains, progressant centimètre par centimètre vers la coque du cuirassé, à travers la boue et les dépôts marins. 40 minutes d'enfer. C'est le temps que De la Penne passa à pousser la torpille endommagée sur le fond vaseux dans l'obscurité totale. Son appareil respiratoire commençait à défaillir, causant des spasmes gastriques avec chaque inspiration, et son masque se remplissait graduellement d'eau, envahissant son nez et sa bouche d'amertume salée. La visibilité était nulle. Il devait agir en aveugle, ne s'orientant que sur l'énorme ombre de la coque du Valiant au-dessus de sa tête. Les muscles refusaient d'obéir. Les mains glissaient sur le métal mouillé de la torpille, mais De la Penne continuait à pousser, pousser et pousser, sachant que son camarade avait déjà depuis longtemps quitté la zone, son équipement complètement hors service. Finalement, la torpille se positionna juste sous la coque du cuirassé. Bien qu'il fût impossible de l'y fixer, la charge reposait suffisamment proche pour déchirer le revêtement lors de l'explosion. Quand De la Penne fit surface, ses poumons brûlaient. Des points lumineux dansaient devant ses yeux. Son camarade l'attendait déjà, se cramponnant à une bouée non loin du Valiant. Les 2 plongeurs étaient au bord de l'épuisement total quand le pire se produisit. Un rayon de projecteur les extirpa de l'obscurité et une longue rafale de mitrailleuses déchira la nuit. Les balles fouettaient l'eau autour des Italiens. La résistance était futile.
De la Pen leva les mains au-dessus de sa tête, et quelques minutes plus tard, les deux saboteurs se tenaient sur le pont du Valiant, sous les canons des fusils mitrailleurs, dégoulinant d'eau et tremblant de froid et d'épuisement. Le second équipage de plongeurs avait travaillé beaucoup plus vite et avec plus de chance. Ils atteignirent sans encombre la Queen Elizabeth, installèrent leur charge sous la coque du gigantesque cuirassé et réussirent à s'échapper du port sans être détectés. En atteignant le rivage, les Italiens ôtèrent leurs combinaisons et tentèrent de se fondre dans les rues nocturnes d'Alexandrie, espérant attendre les explosions, puis se faufiler vers un territoire neutre. Cependant, quelques heures plus tard, des douaniers égyptiens découvrirent deux Européens trempés se promenant dans le quartier portuaire sans documents. Les soupçons tombèrent sur eux instantanément, et bientôt, tous deux se retrouvèrent entre les mains des autorités britanniques. Le troisième équipage avait positionné avec succès sa charge sous la coque du gigantesque pétrolier, à côté duquel se ravitaillait un destroyer. Les plongeurs régla les minuteurs de toutes les trois charges explosives pour 6 heures du matin et tentèrent de quitter le port par le même chemin qui les avait menés à l'intérieur. Ils étaient presque parvenus à s'échapper quand une vedette de patrouille remarqua une perturbation suspecte de l'eau près des portes anti-sous-marins. Les Britanniques levèrent l'alerte, et après une brève poursuite, les deux Italiens furent repêchés et emmenés à terre sous escorte. Exactement à 6 heures du matin, on interrogeait encore de la Pen et son camarade dans une pièce à bord du Valiant. L'officier britannique exigeait la localisation des charges, menaçant les cours martiales et les exécutions. Mais les Italiens gardaient le silence comme des partisans. De la Pen connaissait l'heure précise de la détonation et savait que dans quelques minutes, le navire sur lequel il se trouvait se transformerait en tas de ferraille. Quelques minutes avant la détonation, il finit par avertir le commandant que la charge était sous la coque, mais refusa de préciser l'endroit exact. Les Britanniques envoyèrent immédiatement des plongeurs inspecter la coque, mais il ne restait plus de temps pour chercher. La première explosion retentit pile à 6 heures et secoua tout le port. Le pétrolier fut déchiré par une violence monstrueuse. Une énorme colonne de feu jaillit vers le ciel, et l'onde de choc brisa les vitres des bâtiments sur le rivage. Le destroyer amarré bord à bord avec le pétrolier pendant le ravitaillement subit des dommages sévères de l'explosion et commença à gîter sur un flanc. Le carburant enflammé se répandit à la surface de l'eau, transformant une partie du port en inferno. Les marins britanniques se ruèrent à leur poste de combat, mais l'ennemi était nulle part. L'attaque venait d'en dessous. À 6h04, la charge sous le Valiant détonnait. Un rugissement assourdissant se propagea dans tout le port. Le cuirassé tressaillit de toute sa structure, puis commença à couler rapidement. L'explosion avait écartelé la coque du fond. L'eau se déversa par une gigantesque brèche, inondant la chambre des machines et les ponts inférieurs. L'équipage lutta désespérément pour maintenir le navire à flot, fermant les portes étanches et activant les pompes, mais il était impossible d'arrêter le remplissage d'eau. Le navire s'échoua juste contre le quai. Ses ponts se retrouvèrent presque au niveau de l'eau. Exactement à 6h15, ce fut le tour de la Queen Elizabeth. L'explosion sous le second cuirassé fut la plus puissante. La charge explosiva réduisit en pièces 3 chambres de chaudière, et le navire commença à sombrer à une vitesse terrifiante. L'eau de mer s'engouffra dans les compartiments l'un après l'autre, malgré les efforts héroïques de l'équipage pour sceller les brèches. Quelques minutes plus tard, le gigantesque cuirassé gisait au fond du port, ne laissant dépasser que ses superstructures supérieures et ses tourelles de canon. Les Britanniques contemplaient la destruction de leur navire en état de choc total. 3 explosions en 15 minutes avaient transformé la plus puissante escadre en tas de ferraille tordue. Le dernier équipage de saboteurs avait passé la nuit caché dans les roseaux côtiers en dehors du port. Ils avaient entendu les 3 explosions et vu les colonnes de flammes jaillir au-dessus d'Alexandrie à l'aube. La mission était accomplie brillamment, et il ne restait plus qu'à atteindre un endroit sûr et attendre l'évacuation. Cependant, le lendemain, les patrouilles britanniques ratissèrent toute la zone côtière et les Italiens furent découverts. Désormais, tous les 6 plongeurs étaient prisonniers, mais leur mission était devenue l'opération de sabotage la plus réussie de toute la guerre sur mer. De la Pen et ses camarades se regardaient à travers les barreaux de leurs cellules avec une fierté non dissimulée. Ils étaient prisonniers, mais ils se sentaient vainqueurs. La flotte méditerranéenne britannique gisait au fond de son propre port.
Et c'était exactement la vengeance dont rêvait Mussolini après l'humiliation du cap Matapan. L'amiral Cunningham était en état de choc. Malgré toutes les précautions, la sécurité renforcée et les nombreux barrages, 6 hommes avaient réussi à pénétrer au cœur même de sa flotte et à porter un coup dévastateur. Les Britanniques lancèrent immédiatement des opérations de sauvetage et de dépollution. Le Valiant et la Queen Elizabeth gisaient sur le fond, submergés mais pas complètement détruits. Ces 2 machines devaient être relevées, réparées et remises en service. Mais cela nécessitait des mois de travail et des ressources colossales. Le pétrolier était perdu à jamais et le destroyer endommagé avait besoin de réparations considérables. Le pire était que la flotte méditerranéenne se retrouvait pratiquement sans navires lourds, précisément au moment où elle en avait le plus besoin. Cunningham ordonna de maintenir le secret absolu sur ce qui s'était passé. Les cuirassés restèrent à leur place contre le quai. Leur superstructure et leurs mâts dépassaient de l'eau, créant l'illusion d'une flotte opérationnelle. Les marins britanniques continuaient à circuler sur les ponts des navires submergés, simulant la vie normale à bord pour que le renseignement italien et allemand ignore l'ampleur du désastre. Cette ruse fonctionna un certain temps, mais il était impossible de cacher complètement une telle débâcle. Par des canaux d'espionnage, l'information finit quand même par fuir vers Rome, où elle fut accueillie avec exultation. Les journaux italiens clamaient le triomphe du Decima, bien que les détails de l'opération restent classifiés. Mussolini en personne félicita le commandement de la marine pour cette victoire brillante, et les 6 plongeurs prisonniers devinrent des héros nationaux. Le Duce avait obtenu sa vengeance. La flotte britannique était paralysée, et l'équilibre des forces en Méditerranée avait basculé. Désormais, les convois italiens pouvaient se déplacer avec beaucoup moins de risques, et l'approvisionnement des troupes en Afrique du Nord s'améliora considérablement. L'opération d'Alexandrie prouva l'efficacité d'un nouveau type de guerre navale. De petits groupes de saboteurs spécialisés pouvaient accomplir ce que des escadres entières ne parvenaient pas à réaliser. Les torpilles autonomes Mayali s'avérèrent être une arme meurtrière, capable de pénétrer là où nul sous-marin ne pourrait passer. Les Britanniques furent contraints de revoir tout leur système de défense des bases et de commencer à développer leurs propres moyens de sabotage sous-marin. Le Valiant resta au fond du port pendant plusieurs mois avant de pouvoir être renfloué et remorqué au bassin. Les réparations prirent près d'1 an, et le cuirassé ne revint au service que fin 1942. La Queen Elizabeth demeura submergée encore plus longtemps. Son renflouage et sa restauration s'étirèrent jusqu'en 1943. Les 2 navires manquèrent les mois critiques de la guerre en Méditerranée, quand leur présence aurait pu changer le cours de nombreuses opérations. Les 6 plongeurs italiens passèrent le reste de la guerre dans des camps de prisonniers. Mais après la capitulation de l'Italie, leurs destins prirent des tournures différentes. De la Penne et plusieurs de ses camarades collaborèrent plus tard avec les Alliés, transmettant leur expérience et aidant au développement de nouvelles méthodes de sabotage sous-marin. Le lieutenant Borghese, commandant du Skireh, continua à diriger les opérations du Decima et mena plusieurs autres raids réussis avant la fin de la guerre. L'attaque d'Alexandrie du 19 décembre 1941 entra à jamais dans l'histoire comme l'une des opérations les plus audacieuses et les plus efficaces de la Seconde Guerre mondiale. 6 hommes sur 3 torpilles primitives accomplissaient ce que des dizaines de navires de combat n'avaient pu réaliser. Ils brisèrent la puissance de la flotte royale en Méditerranée et se vengèrent de la défaite du cap Matapan.